au-delà de l'aspect technique, surtout, c'est de comprendre les enjeux du client et d'aller non pas défendre une position juridique, une clause ou un acte, mais de l'amener à faire le deal dans les conditions qu'il attend. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Advocate, le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Je m'appelle Louis Gaillot, je suis responsable marketing chez Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les cabinets d'avocats. Nous offrons aux cabinets des formations, du coaching, de l'accompagnement business en transposant les méthodes de l'entreprise à leur activité. Aujourd'hui, découvrez Maître François Fagot, le fondateur du cabinet HF Avocat. Maître François Fagot est, outre son talent pour son activité, un avocat qui a su placer au centre les besoins de ses clients pour l'adapter à sa profession et devenir un véritable chef d'entreprise. Dans ce podcast d'Advocate, François délivre, en exposant son parcours, une pluie de conseils précieux pour améliorer l'expérience client des cabinets. Je profite de cette petite introduction pour vous présenter le réseau Omega. Le réseau Omega, c'est quoi ? C'est un suivi continu qui permet aux avocats d'atteindre leurs objectifs. L'abonnement au réseau Omega comprend un accès illimité à nos formations, des ateliers mensuels et des événements réservés aux membres Omega, mais aussi un temps privilégié avec votre consultant à chaque trimestre. Rejoindre le réseau Omega, c'est rejoindre un réseau d'avocats qui partagent une vision commune de leur activité et travaillent ensemble pour développer leur activité. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les ressources de ce podcast. Je vous laisse avec Valentin et Maître François Fagot et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien écoute, bonjour François Fagot, je suis ravi de te recevoir dans nos locaux 89 rue Réaumur à Paris. Pourquoi je suis content ? Parce qu'en réalité, ça fait plus de 2 ans que tu es client chez nous. Ça fait 12 996 fois que je te tanne pour faire un podcast. Et là, tu nous as fait le plaisir de venir nous voir de La Roche-sur-Yon. Alors je sais que tu n'es pas là que pour nous, tu as d'autres choses à faire aussi sur Paris, voir pas mal de clients, peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis super content de pouvoir te voir. Bonjour Maître François Fagot. Bonjour Valentin, merci beaucoup. Et cette fois, c'est la bonne pour le podcast. C'est toujours chargé quand on vient à Paris entre les clients, le développement, mais ravi d'avoir ce temps-là avec toi aujourd'hui. Eh bien écoute, je te remercie. Alors, première question, c'est toujours la même pour tous les avocats qui passent ici. François, t'étais qui avant de devenir avocat ? Avant de devenir avocat, j'étais probablement un entrepreneur en puissance. Et aujourd'hui, depuis maintenant 13 ans, je suis avocat. Et la manière dont je conçois le métier, c'est comme un chef d'entreprise. Et donc, être avocat, ça m'a donné une expertise, ça m'a donné un sens professionnel, accompagner nos clients en droit des affaires. Et ça me permet de concilier cette dimension-là avec la partie entrepreneuriale. Très clair. Et du coup, c'est quoi être un chef d'entreprise quand on est avocat ? C'est avoir une approche sur notre métier proactive. C'est considérer que le monde change, que nos métiers changent et que l'on doit toujours apporter des réponses aux besoins des clients qui, eux, évoluent. Donc vraiment une approche qui est tournée vers le client, où on place le client au centre de nos réflexions et au centre de notre activité. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que tu disais que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est pour justement être capable de bien cerner ce que l'on doit apporter et ce que l'on va apporter à nos clients. Très clair. Ok, cool. Donc ça fait 13 ans aujourd'hui que tu es avocat. T'as pas commencé immédiatement par créer ton cabinet. Lorsque tu deviens avocat, du coup, en 2008, en 2009, c'est ça. Tu commences ta carrière où ? Alors, on va parler de ma carrière comme collaborateur puisque j'ai eu plusieurs expériences dans le cadre des stages. Et ensuite, j'ai commencé chez STC Partners, qui est un cabinet qui était dédié, en tout cas à l'équipe dans laquelle j'étais, à tout ce qui était capital investissement, levée de fonds. Et donc, je commence ma carrière à Paris et sur des dossiers passionnants où on accompagnait généralement des chefs d'entreprise qui étaient en hyper-croissance. Et on allait chercher des partenaires et on bouclait les dossiers pour qu'ils puissent accompagner cette croissance forte. Ensuite, donc après à peu près 2 ans et demi, on a fait un choix personnel. J'ai un choix personnel de quitter Paris pour aller en province, donc en Vendée. Qui alors Anne-Sophie et moi. Donc Anne-Sophie, c'est mon épouse. Ça, c'est à la maison. Et à la ville, c'est mon associé. Voilà, donc on a quitté nos cabinets respectifs en tout début 2012. Et on a décidé de se lancer donc en province, qui était un challenge parce que ça nous a amené à avoir une pratique complètement différente, d'une part, et d'autre part à initier cette démarche pour Anne-Sophie d'entrepreneuriat juridique puisqu'elle a monté son cabinet. Et moi, j'ai rejoint un cabinet d'envergure nationale, le cabinet Fidal, pendant quelques années. Qu'on connaît bien, qui est un très beau cabinet. Tout à fait.
Très clair. Donc, tu commences finalement ta carrière à Paris. Qu'est-ce que tu découvres quand tu deviens avocat collaborateur au sein de STC Partners? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'est un peu différent? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, j'ai pas été surpris par rapport au stage que j'avais pu effectuer, notamment au sein de Brodin Pratt. C'était dans la lignée. Ce que je découvre, c'est à quel point, au-delà de la technique juridique, ce à quoi on est vraiment formé en fac de droit et en école d'avocat, à quel point l'enjeu pour être un bon avocat, c'est de maîtriser les objectifs, l'environnement de son client, et c'est de sortir en fait uniquement de la partie technique pour être des vrais professionnels. Et notamment l'associé pour lequel je travaillais principalement, qui est Frédéric Buchet, avait vraiment cette approche très orientée client. Et ça a été d'une part la vraie découverte, et d'autre part, c'est ce qui me plaît dans le métier. Au-delà de l'aspect technique, surtout, c'est de comprendre les enjeux du client et d'aller non pas défendre une position juridique, une clause ou un acte, mais de l'amener à faire le deal dans les conditions qu'il attend. Très clair. Donc tu restes finalement 2 ans et demi, 3 ans au sein de ce cabinet. Avec ton épouse et ton associé, tu décides de faire le choix de quitter Paris pour aller dans l'ouest de la France. Déjà, comment ça se passe ce choix? Est-ce que tu n'as pas peur finalement de descendre en termes de REM, ça c'est sûr, de travailler sur des dossiers qui seraient moins gros, entre gros guillemets, que ceux que tu traitais à Paris? Comment tu es psychologiquement à ce moment-là? En fait, c'est très challengeant parce que l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, je sortais donc du master droit des affaires et fiscalité d'Assas. J'étais passé dans un cabinet qui prenait de beaux deals, et c'était une remise en cause totale. C'est-à-dire que je suis arrivé, globalement, personne connaissait mon master. Assas, ça parlait pas plus que ça, et je repartais à zéro. Et c'était finalement un vrai chemin d'humilité, à la fois sur la partie technique, parce qu'il a fallu réapprendre des opérations plus basiques d'une certaine manière, et aussi en termes de clients, parce que les clients ne voyaient pas finalement un ex-avocat parisien, ils voyaient quelqu'un qui devait répondre à leurs attentes. Donc c'était très challengeant, donc très stimulant. Mais c'est vrai que c'est assez dingue, parce que quand je discute avec des collaborateurs, ou même avec ma compagne qui est avocate, ma compagne est avocate en droit fiscal, et en réalité, elle travaille sur des opérations qui sont tellement complexes que le b.a.-ba de la fiscalité, parfois ça devient compliqué. Et les gens normaux, entre guillemets, ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas une réponse qui sort du tac au tac et pourquoi elle est obligée de faire des recherches. Du coup, toi, tu as aussi vécu ce truc-là. Oui, complètement. J'ai vécu cette dimension-là. Et il y a aussi un autre facteur, c'est qu'en fait, tu te retrouves quand tu rentres comme ça sur une approche directe avec les clients, ce qui a été le cas finalement très tôt, puisque dès 2012, j'étais en prise directe avec les clients, et ma clientèle était principalement une clientèle que j'avais développée moi-même, à être confronté à la réalité du client, et pas seulement aux enjeux de ton associé. Il n'y avait plus finalement d'interface, plus de filtre avec le client. Ouais, donc contrairement à un cabinet d'avocats parisien structuré, finalement, où en fait ton client, quand tu es collaborateur, c'est majoritairement ton associé avant le client final. Là, finalement, quand tu es arrivé chez Fidal, tu étais directement en prise avec la clientèle et tu avançais sans filet. Oui, complètement. Il se trouve en fait que pour des raisons circonstancielles, dans le bureau de La Roche-sur-Yon que j'ai rejoint chez Fidal, je me suis retrouvé assez vite en responsabilité, avec donc la responsabilité de développer mes clients, ce qui était assez exigeant, et en même temps la satisfaction justement d'être au contact des clients. Et alors là, du coup, comment tu le vis? Quels sont tes retours par rapport au cabinet que tu as rejoint et par rapport à ce déracinement des cabinets parisiens? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 aspects dans ma pratique dans ce cabinet. Il y a eu une pratique droit des affaires que j'ai développée sur le territoire, et j'ai gardé en réalité toujours un pied avec Paris, notamment à travers les projets de fiducie qui ont été portés sur plusieurs années donc par Fidal, aujourd'hui qui est une fiduciaire avec Fidal Fiducie. Et ça m'a permis, en réalité, avec ça, plus des clients perso que j'avais quand j'ai quitté Paris, de rester très, très lié à Paris, de rester stimulé par Paris, de garder les contacts, voilà, de ne pas négliger toute cette dimension-là de mon expérience et de ce qui fait aussi mon parcours. Et aujourd'hui, ça te sert toujours dans ton cabinet? Oui, complètement. Ça permet de garder une exigence et de ne pas finalement je dirais se laisser aller. Ça reste toujours des petits coups de boost à chaque fois que je reviens traiter un dossier à Paris, qu'on a des confrères parisiens, d'être dans cette atmosphère-là. En fait, c'est vraiment une grande richesse. Très clair. Donc tu quittes Paris, tu rejoins le cabinet Fidal, notamment au bureau de La Roche-sur-Yon. Tu restes combien de temps là-bas? Je reste 5 ans et demi à peu près.
D'accord. Et du coup, quelle est ton évolution pendant ces 5 ans? Parce que tu arrives, tu es collab 3, au bout de 5 ans et demi, tu es associable en région. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu évolues au sein du cabinet et pourquoi tu décides de partir? Alors, un point qui est important, c'est que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que quand j'étais à Paris, il y a vraiment un enjeu à passer associé. C'est vraiment un point de bascule qu'on recherche énormément. Et donc, c'est resté une idée, évidemment, que j'avais en rejoignant Fidal, en gardant cet objectif comme un objectif important dans la carrière. Et quand la question s'est posée, c'était, ça devait être autour de 2016 à peu près, en fait, ça m'a amené à re-questionner plus profondément la manière dont je voyais l'exercice de mon métier. Est-ce que c'était de faire une carrière dans un beau cabinet comme celui-là, d'évoluer ou est-ce que c'était de partir plus, j'allais dire, à l'abordage en entreprenant et en montant une structure dédiée et en fait, c'est ce que j'ai fait parce qu'il y a eu un élément déclencheur dans le raisonnement à ce moment-là. Et c'était quoi, du coup, l'élément déclencheur? En fait, tout simplement, on a eu pas mal d'études sur la profession d'avocat qui sont sorties, CNB, les ordres, des startups aussi, des legal startups, des legal tech qui sortaient des études. Et ce qui m'a stupéfait en lisant les études, c'était un soir à la maison, j'avais tout imprimé, c'était à quel point les retours sur l'expérience client avec l'avocat étaient insatisfaisants pour les clients. Et de prendre la mesure qu'on ait une profession qui finalement répond aux besoins du client, mais n'y répond pas avec une belle expérience pour le client. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une manière de penser un cabinet d'avocats de demain, une structure d'exercice juridique différemment, en changement de paradigme, en partant vraiment de l'enjeu client. Et faire ça, ça m'a semblé assez naturel de porter ce projet dans une structure, finalement une nouvelle structure qu'on pourrait tout de suite bâtir, on pourrait dire by design, orienté client. Très clair. Mais ça, tu aurais pu aussi le proposer à ton cabinet, à La Roche-sur-Yon. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Ou en tout cas, pourquoi tu as réfléchi vers l'extérieur? Parce que je comprends tout ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait de vouloir créer finalement une structure orientée vers le client, etc., je pense que c'est ultra pertinent. Et d'ailleurs, c'est le sens de l'histoire et tu as bien fait de le faire. Mais est-ce que tu n'aurais pas pu le faire avec un cabinet comme Fidal, ou c'était trop gros, ça aurait été trop difficile de changer les choses en interne? Alors, je pense que Fidal démontre d'ailleurs actuellement une capacité à se réinventer, à pivoter. Après, je pense qu'il y a aussi une question de personnalité. Okay. Je pense qu'au fond, entreprendre, porter un projet avec une vraie marge de manœuvre, avec une capacité à faire évoluer le système, le modèle globalement, sans trop d'inertie, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, quand j'ai quitté la structure, que je l'ai quitté en bons termes, parce qu'en fait, ça répondait vraiment à une aspiration personnelle profonde, tout simplement de trouver un équilibre et un épanouissement. Très clair. Et donc le cheminement, comment il se passe? Tu décides finalement de te dire, ok, moi j'ai envie de monter une structure, j'ai lu ces rapports du CNB, des différents ordres, des legal tech et d'autres acteurs sur le marché qui ont fait des études sur l'expérience client. Tu te dis, il y a une brèche. C'est quoi ton cheminement intellectuel? Comment tu te dis, ok, je vais y aller? Par quelles étapes tu passes? Alors, je passe d'abord par une étape d'inquiétude et de peur, parce que en fait, entreprendre, ça reste flippant, tout simplement. Mais c'est très stimulant, parce qu'on a le sentiment, à ce moment-là, qu'on peut vraiment repenser le modèle, qu'on a du temps pour repenser le modèle. Et en fait, on a posé tout simplement les dossiers que l'on traitait. On a essayé de penser aux clients qu'on avait et de repenser tout ça, et de se dire, OK, si demain, on construisait quelque chose de nouveau, en gardant les mêmes fondamentaux, évidemment, comment est-ce qu'on le ferait? Et là, on a essayé de reconstruire point par point. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans un exemple concret pour que... Moi, je sais ce que tu fais, parce qu'en fait, je le vois quand je bosse avec toi. Jérôme le voit quand il t'accompagne, etc. Mais les auditeurs et tes confrères et consoeurs qui t'écoutent, en réalité, ils ne savent pas comment tu fonctionnes. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple, je sais pas, d'une opération classique, d'un entrepreneur lambda ou d'un chef d'entreprise lambda qui viendrait te voir, tel que ça se passait dans l'ancien monde et tel que ça se passe dans le nouveau monde chez HF Avocat? Ouais, alors en quelques mots... quand on a demandé, parce que ce qu'on a fait, c'est j'ai demandé à des clients, comment ça se passait avec vos précédents avocats, comment ça se passe avec nous, comment est-ce que ça devrait se passer pour vous. Donc tu as fait déjà une customer interview, donc tu es allé interroger les clients que tu avais pour savoir concrètement ce qu'ils voulaient. Voilà, ce qu'ils attendaient. Et en fait, on a été d'ailleurs très surpris par les retours. C'était très loin de ce qu'on pensait.
Juste à titre d'exemple, j'ai interviewé 30 personnes pour lesquelles on avait créé une société et ils m'ont dit ce qui était le plus important pour nous, c'était pas forcément le choix de la structure ou les clauses spécifiques des statuts, ce qui pourtant, à mon sens, a le plus de valeur ajoutée d'un point de vue technique. C'était les réponses que vous avez pu apporter sur les droits Pôle emploi, donc d'aide de retour à l'emploi, lorsqu'on a monté l'entreprise. Et c'était assez déstabilisant parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que les besoins ou les attentes clients où la valeur ajoutée perçue par le client n'était pas celle que nous, on avait identifiée. Et donc, quand on a fait, pour revenir sur ta question plus globalement, quand on a posé la question client, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui devrait être différent? Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, écoutez, pour nous, l'avocat, c'est un eurodateur. On l'appelle, on se dit, oulala, il va me prendre une demi-heure d'honoraire. On fait une mission qui nous semble maîtrisée, mais finalement, on ne sait pas combien on va payer. Alors que partout ailleurs, on sait combien on va payer. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est on n'a pas le sentiment vraiment d'être écouté. On a l'impression que c'est assez souvent des modèles qui ressortent. Voilà, c'est pas forcément. On parle beaucoup de sur-mesure, mais est-ce que c'est vraiment du sur-mesure? Un autre point, c'est il n'est pas très disponible. On l'a appelé, ça fait 2 semaines qu'on attend un retour. Notre truc est urgent. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. On a besoin d'avoir de la lisibilité. D'ailleurs, plus que de la réactivité, je pense que c'est de la lisibilité. Après, il y a toujours la même chose. J'ai reçu un pacte de 40 pages, un pacte d'associés, par exemple. J'ai compris 3 pages. Et le dernier point, je trouve que mes différents conseils manquent de coordination entre eux. Et j'ai l'impression que c'est la guerre des égos. Ça, c'est les 5 points principaux qui sont ressortis. Et donc, quand on a bâti le cabinet, on s'est dit, il faut qu'on apporte une réponse à ces 5 points et que le parcours client, tu me demandais un petit peu, comment est-ce qu'on fait ça? Donc concrètement, tu identifies ces 5 points. Déjà, je connais aucun cabinet d'avocats qui fait ça, donc bravo. Tu vas voir tes clients, tu en interviews 30, tu ressors 5 points fondamentaux que sont les 5 points que tu as décrits. Comment concrètement, quelles actions concrètes et quel processus tu mets en place pour que justement ces 5 points soient gommés et deviennent finalement des points positifs pour ton cabinet d'avocats et ne soient plus des points de tension ou finalement de désespoir des clients que vous avez pu avoir. Alors, en fait, c'est assez simple. Je vais reprendre l'avocat eurodateur. Tout est au forfait. Donc, le client, c'est dès le départ combien il va payer à l'euro près. Okay. Et si sur un dossier, on est moins rentable que ce qu'on aurait dû parce qu'on y a passé plus de temps, tant pis. Globalement, la satisfaction apportée au client le justifie. Deuxième point. Alors, je t'arrête juste sur le premier point. J'ai encore fait une formation hier au barreau de Lille et j'ai eu une levée de bouclier par rapport à ça. Donc, je leur ai expliqué strictement la même chose que toi en rentrant un peu plus dans le détail, en expliquant que pour voir quel forfait il fallait qu'on mette en place, on reprenait les opérations qu'on avait fait sur les 2 dernières années, on voyait un temps moyen et du coup, on le proposait. Comment est-ce que toi, tu as fait pour trouver finalement tes forfaits? Par exemple, pour création, donc le pack... de base de création d'une société, choix de la structure, rédaction des statuts, pacte d'actionnaires et éventuellement CGV, CGU. Comment tu as fait pour te positionner en termes de prix sur cette opération? En fait, on prend par exemple sur les créations de sociétés, on l'a fait récemment encore pour mettre à jour notre accompagnement. On prend les 100 dernières opérations qui sont intervenues, le temps passé, les enjeux techniques qu'on a pu rencontrer et on ressort une position en fait médiane sur cet accompagnement. Ça demande, et on commençait cet échange en parlant avocat, chef d'entreprise, ça demande de concevoir le métier non plus en se disant on est des super artisans. Évidemment, on a du sur-mesure de la créativité, mais il faut reconnaître qu'on doit être capable d'anticiper, d'identifier la charge de travail pour donner de la prévisibilité. Très clair. Donc ça, c'est pour le côté avocat eurodateur. Finalement, on gomme ça. Deuxième aspect bloquant que tu as rencontré lors de tes 30 interviews, c'était quoi? C'était l'absence d'écoute. Okay. Alors là, finalement, c'est assez simple. On écoute de manière authentique le client lors du premier rendez-vous. Ça, comment tu le matérialises? Alors, nous, on a une fiche en fait, de rendez-vous qui a été établie au sein du cabinet, qui permet d'avoir un déroulé cohérent par rapport au rendez-vous avec le client. Et dans cette fiche de rendez-vous, la première page que l'on va remplir, c'est une page blanche. Et en haut, il est noté « écoute active ». Et on note strictement ce que dit le client. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la page, bon, sauf évidemment sur un client peu bavard, mais tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la page, on ne le coupe pas. On l'écoute authentiquement. On prend vraiment le temps de l'écouter et on ne commence pas à se dire « tiens, ici, je pourrais faire une holding, ici, on va lui proposer une fusion, tiens, il faudrait émettre des BSA ». Non, on fait vraiment une écoute sans aucun préjugé.
Donc tu écoutes finalement cette personne en tant qu'opérationnel pour comprendre son activité, pour comprendre ses enjeux, pour comprendre ses objectifs, pour identifier ses peurs, éventuellement son potentiel de paiement, le marché sur lequel il bosse, etc. Et après seulement, tu reprends finalement la casquette technique de ton métier. Complètement. Après seulement, je me permets d'amener sur les enjeux identifiés du client ma lecture technique. Et là, tu as une reformulation quand tu as fait ton écoute active pour lui montrer que tu as bien fait une écoute active? Oui, on a une reformulation d'abord miroir, et ensuite, mais ça c'est le b.a.-ba de l'écoute active en fait, et ensuite on qualifie les besoins de manière juridique. Mais on se rend compte que si on saute cette étape, d'une part on risque de perdre beaucoup de temps après avec le client, parce qu'on ne l'aura pas assez bien écouté et on va ramer dans le dossier, puis à un moment on va se retrouver en plein milieu d'une opération à devoir réexpliquer, voire ajuster le projet. Et d'autre part, c'est ce qui nous donne les éléments, les leviers, notamment par exemple dans le cadre d'une opération d'acquisition, pour défendre au mieux les intérêts du client. Pas pour défendre la meilleure clause juridique sur le papier, mais pour que les clauses juridiques négociées défendent vraiment ses intérêts. Et ça, c'est très important. Très clair. Troisième point bloquant? C'était la disponibilité. Alors là, ça demande... je dirais que ça a l'air simple à formuler, mais ça demande un vrai travail en interne. Alors chacun a sa propre politique. Sur ça, nous, on répond systématiquement à un client, c'est-à-dire on accuse réception de sa demande et on répond si on peut au fond, mais si on ne peut pas, on répondra plus tard, sous 24 heures. Et on ne laisse pas un client qui a besoin d'un rendez-vous plus de 3 jours sans rendez-vous. Donc ça demande une organisation interne avec des plages horaires qui sont disponibles, avec un état d'esprit qui permet à nos clients de savoir que systématiquement, ils auront un retour. D'accord. Donc, par exemple, là, j'arrive en tant que collaborateur au sein de ton cabinet. Je suis un nouveau collaborateur. Tu me fais l'honneur de m'engager en tant que collab. Le premier jour, quand j'arrive au sein du cabinet, j'ai des règles qui me sont fixées. On me dit, voilà ce qui se passe au sein du cabinet chef avocat. Voilà comment on traite les clients. Voilà quelles sont les règles à respecter avec eux. Voilà. Et c'est pour ça, mais là, je vais à peine ouvrir parce que ce sont d'autres sujets. C'est pour ça que tous les dossiers sont systématiquement traités en binôme. C'est pour ça qu'on a des suivis de dossiers avec des outils de type Trello pour être certain de ne jamais laisser passer à la trappe une demande client. Alors, un outil de type Trello, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil qui est extrêmement visuel, sur lequel on fonctionne avec des étiquettes et avec des colonnes pour déplacer les dossiers. C'est généralement utilisé dans la gestion de projet, notamment dans les activités marketing, de communication, de gestion de projet en tant qu'avocat pour de la production, et également de vente pour ceux qui veulent utiliser ça comme étant un CRM. C'est un outil qui est gratuit avec une petite fonctionnalité payante. Je n'ai pas d'action chez Trello. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui ne peut nous sembler ordinaire, créer une société, quand on en crée de nombreuses, faire des fusions, pour le client, quel que soit le client, généralement, c'est très important. C'est très important, c'est aussi anxiogène, parce que ça a des incidences juridiques, fiscales, parce que souvent, ça peut être un point de blocage pour l'avancement du projet. Et on doit manifester au client toute la considération qu'on a pour l'importance qu'ont les aspects juridiques dans son projet. D'où l'enjeu de disponibilité. Et ça, alors, désolé, je te fais de la pub. Non, je ne vais pas m'excuser de te faire de la pub, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très vrai, pour une simple et bonne raison, c'est que tu nous as accompagnés sur la cession d'Anomia et l'acquisition par la société Xelia. Et pour nous, c'était l'opération la plus importante de notre vie, en tout cas pour le moment. Pour toi, ça devait être une petite opération classique, mais en réalité, lorsqu'on t'a appelé, lorsqu'on est revenu vers toi, lorsqu'on t'a posé des questions, tu nous as toujours montré cette disponibilité. Et tout ce que tu dis là, je peux le confirmer, c'est assez rare que je puisse le faire, mais en tout cas là, je peux le confirmer, parce qu'en réalité, ça s'est vraiment produit, que ce soit avec toi ou avec les gens qui travaillent avec toi. Donc tout le monde a appliqué les mêmes processus en interne. Et ça, je le vois dans aucun cabinet d'avocat. Et alors merci déjà pour ton retour. Et en fait, c'est là où je crois vraiment que les cabinets d'avocats, quand on dit qu'ils doivent se penser en entreprise, ils doivent aussi se penser en culture d'entreprise. Quelles sont les valeurs qui font que je fais partie de cette structure? Et nous, c'est aussi très important quand on recrute un collaborateur. On ne se demande pas est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien. La plupart des candidatures, même toutes les candidatures, ont de la qualité, ont de la valeur. On se demande est-ce que la personnalité du collaborateur, est-ce que ses valeurs vont lui permettre de s'épanouir dans notre système de valeurs? Très clair. Quatrième point. Alors, on a fait la lisibilité, si j'accomple. C'est ça. On a parlé des honoraires, on a parlé de l'écoute, on a parlé de la réactivité, et ensuite on peut parler du legal design, même si c'est un terme qu'on n'emploie pas du tout en fait avec nos clients.
on leur parle de clarté ou de clarification du droit. Et ça, c'est très important. Alors, le legal design, maintenant, ça commence à être sacrément diffusé. Mais l'enjeu, ça n'est pas de simplifier le droit. Parce que nous, avocats, si on parle de simplifier le droit, j'ai envie de dire, autant aller voir des pure players, des legal tech sur Internet. On va clarifier le droit. Le droit, si on intervient, c'est qu'il y a un enjeu de technicité. Toute la valeur ajoutée qu'on va avoir, au-delà évidemment de rédiger un acte de qualité, mais ça finalement, si on ne sait pas faire ça, il faut tout de suite changer de métier. Au-delà de rédiger un acte de qualité, c'est de permettre au client de prendre conscience de tous les tenants et aboutissants de cet acte. Et pour aller plus loin, en fait, c'est pas de l'acte. Tous les tenants et aboutissants de l'ensemble des actes qui vont lui permettre de faire une opération qui répond à ses besoins. Et là aussi, on s'est formé sur le legal design. Il y a aujourd'hui pas mal d'acteurs qui proposent des formations, qui proposent des ouvertures sur ça. Et ça amène... Alors, la version soft, quand on a commencé, c'était de se dire, bon, on va passer sur des applications, sur des supports sympas. En réalité, dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, ça amène à repenser complètement la manière dont on fonctionne. Et c'est un changement dans l'ADN même du cabinet. C'est pas juste de dire mon support va être clair. Ça amène tout de suite à penser, quand on fait un acte, quand on rédige une clause, est-ce que ma clause est compréhensible par le client? Est-ce qu'on mesure jusqu'où on va? Est-ce que c'est clair et pas seulement bon techniquement? Et ça, du coup, tu peux peut-être te donner le nom de la société sur laquelle tu allais te former, si c'était une bonne société Alors en fait, on s'est formé principalement sur des formations ouvertes à l'EFB avec différents acteurs. Pour tout dire, j'ai pas forcément tous les noms en tête. Okay. En réalité, pendant 1 an, on a pris toutes les formations qui sortaient sur le legal design, donc acteurs parisiens ou acteurs de province d'ailleurs, parce que c'est assez réparti. On a même fait, alors ça c'était un clin d'œil, un vernissage au cabinet sur toute une série de créations en disant mais c'est du design, c'est approprié. C'est drôle, ouais. Et donc c'était assez sympa. Bon, les clients sont plus venus en fait partager une coupe de champagne avec nous juste avant l'été, mais c'était une manière de dire on fait du droit, mais surtout on répond à vos attentes. Très clair. Et du coup, le 5e point. Et le dernier point qui est le fait de ne pas travailler en silo. Je prends des termes différents parce que comme on n'avait pas prévu forcément de dérouler. C'était le fait de dire, les clients nous disaient souvent, écoutez, on a le retour de l'expert comptable, on a le retour du banquier d'affaires, on a le retour de tel acteur. Finalement, est-ce que vous avez bien vu tous les points? Donc, on essaie d'avoir vraiment une approche coopérative. Et là aussi, c'est assez simple. Sur des dossiers qui le justifient évidemment, on propose systématiquement que le second rendez-vous soit fait avec l'ensemble des acteurs parties prenantes au dossier. Un dossier de structuration, on va proposer au notaire, à l'expert comptable, au gestionnaire de patrimoine, au banquier, à l'assureur, de venir autour de la table. J'espère que j'en ai pas oublié, sinon j'aurai des remontrances. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on présente toujours un draft, un projet de structuration, par exemple dans un dossier comme ça, et on propose à chacune des parties de s'exprimer librement en précisant que le projet n'est pas arrêté et qu'on a besoin de l'avis de chacun. Et c'est ce qui permet de faire le réglage fin. Et on sait bien que le réglage fin, c'est ce qui fait vraiment la valeur ajoutée dans les montages. Très clair. Donc ça, c'est la façon dont tu as envisagé ton cabinet d'avocat ab initio, quand tu avais pour ambition finalement de repenser le cabinet tel qu'il existait au préalable, en mettant vraiment le client au cœur de ton activité et au cœur de ton métier. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a posé cet objectif les quelques semaines avant la création du cabinet, quelques mois. Ensuite, on a été pendant 5 ans dans une machine à laver parce que c'est allé très vite, il y a eu beaucoup de dossiers. Et quand on s'est dit, ça serait bien en fait de faire quand même une présentation du cabinet, on a fait une présentation, on est retombé sur ces points et on s'est dit, ok, en fait, c'est pas mal parce que ce qu'on avait envisagé, ce qu'on avait ambitionné il y a 5 ans, on a réussi à le mettre en œuvre. Ça a pris du temps parce qu'en fait, derrière, quand on parle de réactivité, on parle de dématérialisation. Quand on parle d'écoute active, on a des enjeux donc de formation. On a du media training en interne, c'est-à-dire on s'entraîne à reformuler, à le faire de manière pertinente. Et finalement, ce chemin de croissance, au bout de 5 ans, on s'est dit, ok, on est arrivé à un palier où on a répondu à la vision qu'on avait, à la mission qu'on avait donnée au cabinet sur le marché. Et du coup, le prochain palier, c'est quoi? Le prochain palier, aujourd'hui, donc on va arriver en 7e année du cabinet. C'est de se dire, on a fait quelque chose qui répond vraiment aux besoins des clients sur notre territoire. En tout cas, c'est les retours que l'on a, puisqu'on essaie d'avoir le taux de satisfaction des clients, de savoir ce qu'il fait à l'améliorer. Et on se dit,
cette valeur ajoutée, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut être capable de la déployer au niveau d'autres partenaires, d'autres acteurs, c'est-à-dire déployer HF avec une empreinte locale, parce qu'on a un enjeu à ce que la profession réponde le mieux possible aux besoins clients pour que la profession avance dans l'ensemble. Donc la prochaine étape, ça va être de déployer en fait HF et le concept HF de cette manière sur le territoire. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on va fonctionner par capillarité, c'est-à-dire on va aller dans le Grand Ouest, lancer des bureaux avec des avocats entrepreneurs sur chacun de ces bureaux qui porteront le projet. Et nous, on sera là pour les accompagner et pour leur permettre de donner tout de suite le plus de potentiel à leur ambition, à leur développement et surtout d'accompagner le plus de clients de manière satisfaisante. Et c'est quoi que vous apportez comme valeur ajoutée justement à ces avocats entrepreneurs ? En d'autres termes, pourquoi moi je monterais un cabinet avec toi, François Fagot ? Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. et parce qu'en fait, cette phrase, elle est, enfin ce dicton qui est bien connu, je pense qu'il est très juste. Ça fait 7 ans qu'on porte ça, donc on est une équipe de 8 personnes aujourd'hui en droit des affaires au sein du cabinet, qu'on porte, qu'on expérimente, qu'on essaie de donner du sens à notre métier. Et on se dit finalement, ces retours d'expérience qu'on a eus, ce temps qu'on a passé, autant le partager cette expérience, ce savoir avec des confrères dans le cadre de projets communs pour faire grandir tout simplement le conseil qu'on peut donner. Ouais, complètement. Alors je vais aller plus loin et je vais renforcer tes propos. Tu es le seul cabinet d'avocats qu'on a pu voir chez Anomia qui est autant processé, qui a autant de bases de knowledge. Je pense qu'au vu des documents qu'on a pu voir au sein de ton cabinet, notamment sur la structuration des opérations, qui ne sont pas automatisées, mais en tout cas qui sont très processées, très modélisées pour faciliter la vie de chaque avocat en interne. Tous les processus qui ont été mis en place pour le suivi de la clientèle, pour la satisfaction de la clientèle, pour la gestion des prospects, pour la production des opérations, pour le suivi, la fidélisation, la vente additionnelle, etc. J'en passe et des meilleurs. Il y a au moins des centaines et des centaines d'heures de travail qui ont été réalisées. Et un avocat qui prendrait ça, qui aurait ça entre les mains et qui aurait la volonté de développer son cabinet d'avocat, il a 2 possibilités. Soit il décide de prendre un jet pour aller plus vite, soit il décide de prendre sa trottinette. Et je pense que tu as un jet avec 2 réacteurs qui pourrait t'emmener sur la Lune. Et donc, je le dis en toute transparence, je n'ai pas d'action chez toi. Je ne gagnerai pas d'argent si tu as beaucoup d'avocats avec lesquels tu vas fonctionner. Mais en réalité, il ne faut pas être trop humble de temps en temps et vraiment montrer ce qu'il y a sous le capot. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas développé les process, on n'a pas processé pour le process. Si on a fait ça, c'est pour pouvoir mettre le cœur de notre attention et le maximum de temps sur le client, sur la relation avec le client, sur l'écoute avec le client, sur le temps passé avec lui. Et des process, ça offre quoi ? Ça offre de la sécurité juridique, ça offre une réduction de la charge mentale, ça offre un gain de temps phénoménal puisque nous, on constate qu'on a à peu près réduit de 40 à 60% le temps passé par opération. Globalement, après... Et en fait... Tout ça, c'est pas au service d'une sorte d'usine du droit au sein du cabinet. C'est au service de plus de temps avec nos clients, plus de temps à partager leurs enjeux, plus de temps à écouter leurs problématiques, plus de temps à négocier pour eux. Et en fait, en standardisant, en optimisant ce qui peut être optimisé, on se laisse vraiment les moyens de faire du sur-mesure, de faire de l'écoute sur la dimension humaine. Et ça, c'est très important. On entend souvent des confrères dire « on est des artisans du droit ». Alors, il y a certaines spécialités, il y a certains points peut-être, mais en droit des affaires, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il faut offrir du sur-mesure et de l'écoute absolue là où c'est nécessaire. Et tout ce qui peut être fait de manière professionnelle, de manière sécurisée, de manière automatisée, il faut le faire à fond. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que le jour où on passe ce cap, c'est quand on comprend que l'un va avec l'autre et qu'on doit porter les 2 ensemble. Et nous, c'est vraiment l'ambition qu'on a. Et quand on parlait de confrères avec lesquels porter le projet, c'est amener cette dimension du process, cette dimension globale qu'on retrouvera aussi sur le recrutement, sur le management, sur les perspectives qu'on offre aux collaborateurs. C'est apporter ça pour être capable de délivrer le meilleur service au client, pour être disponible pour le client, pour être capable d'être présent quand il a besoin. Et de lui donner vraiment le sentiment de considérer son besoin et d'être là à hauteur de l'enjeu pour lui dans son dossier. Je partage totalement le point.
François, je t'ai déjà pris pas mal de temps et je sais que tu as beaucoup de rendez-vous à Paris aujourd'hui. C'est le mot de la fin de François Fagot. Il peut être à destination de tes clients, à destination de tes confrères, consoeurs, à destination de tes collaborateurs, de tes équipes, de qui tu veux. C'est la minute de François Fagot. Alors, la minute François Fagot, dit comme ça, c'est... je pense qu'on a un métier passionnant. On a un métier qu'on peut exercer de différentes manières. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, avec l'évolution de ce métier, il faut tout simplement se poser la question de comment on veut l'exercer, auprès de qui on veut l'exercer. Et il faut vraiment faire en sorte que ce que l'on développe, ce que l'on déploie, ça corresponde à ses aspirations profondes. Il y a trop de confrères qui arrêtent la profession parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'audace de faire coller ce job, ce beau métier avec ce qu'ils voulaient en faire. Et nous, c'est vraiment l'ambition qu'on a. Et si des confrères se sentent rejoints par ça, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment ça, pouvoir fonctionner dans la durée avec des clients satisfaits et exercer ce beau métier. Très clair. François, je te remercie beaucoup pour ce moment et surtout pour avoir donné des choses concrètes. Ça fait plaisir d'entendre des choses qui sont autres que des belles paroles et pouvoir mettre des actions concrètes derrière, ça fait beaucoup de bien. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout